Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Quel avenir pour l'ex-président Omar El-Béchir après sa destitution? L'ancien chef d'État actuellement détenu par l'armée soudanaise est sur le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale. En Côte d'Ivoire, le gouvernement invite les établissements sanitaires privés non immatriculés de régulariser leur situation. Selon une étude datant de 2018, 70% des établissements sanitaires privés sont dans l'illégalité. Et puis hausse des importations au Sénégal. En février 2019, elles ont atteint 15,2%, soit 350 milliards 900 millions de francs CFA selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Après le renversement par l'armée d'Omar El-Béchir ce 11 avril, l'ancien président du Soudan sera-t-il extradé vers la CPI? L'ex-chef d'État est visé par plusieurs mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et génocide. Les précisions de Ange Bijounomegnon. La destitution de l'ex-président Omar El-Béchir soulève de nombreuses interrogations. Celui qui avait dirigé le Soudan pendant 3 décennies sera-t-il traduit devant la Cour pénale internationale? Selon plusieurs spécialistes, cette possibilité n'est pas à négliger. Tout dépend de la volonté des nouveaux dirigeants de le transférer à la CPI ou pas. Parce que comme vous le savez, la CPI ne dispose pas d'un service spécialisé pour l'extradition des personnes qu'elle veut soumettre à jugement. Donc elle est obligée de composer avec les autorités sur place qui peuvent ou non coopérer. L'ex-président Omar El-Béchir est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il est le premier président en exercice à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour et la première personne à avoir été accusée de génocide. Comme vous le savez, en Afrique, les institutions sont tellement fragiles et aléatoires. Il se peut que les nouvelles autorités aient bien envie de traduire l'ex-président devant la juridiction internationale. En ce moment, elles pourraient trouver aussi des voies de contournement. Il est très difficile, comme c'est un pays africain, de donner une position tranchée, comme on pourrait le faire dans le cas d'un pays européen, par exemple. Le président soudanais Omar El-Béchir, 75 ans, a été renversé par l'armée après une contestation populaire inédite qui met fin à 30 ans de règne sans partage. Et sachez que moins de 24 heures après sa nomination à la tête du Conseil militaire de transition au Soudan, le général Ibn Auf a démissionné à la surprise générale ce vendredi. Il a été remplacé par l'ancien chef d'état-major Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, une personnalité plus consensuelle. Également dans l'actualité, c'est un signal fort pour apurer le rôle de la France durant le génocide rwandais de 1994. Le président Emmanuel Macron annonce l'ouverture des archives français à des chercheurs. Cette commission sera chargée notamment d'analyser le rôle et l'engagement de la France durant cette période. Reportage à Kigali de notre correspondant Fratanda Kaisanga. Pour le président rwandais Paul Kagame, depuis l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron, les choses semblent aller entre Paris et Kigali. Le Rwanda a toujours accusé la France de complicité dans le génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Une accusation qui a largement contribué à entretenir de relations tendues entre les 2 pays au cours des 2 dernières décennies. Les gens nous ont demandé si nous voulions que la France demande pardon et la réponse est toujours non. On ne peut pas demander aux gens de demander pardon ni leur dire comment le faire parce que ce serait aller à l'encontre de ce que signifie demander pardon. Sinon, pour que ça ait un sens, ça doit venir de la personne qui le demande. La participation de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda a fait l'objet de nombreuses contradictions. Mais une équipe de chercheurs et historiens vient d'être mise sur pied pour étudier le contenu des archives qui portent sur le rôle de la France dans le génocide. Même s'il y a encore du chemin à faire, Kigali semble apprécier la tournure que prend la nouvelle dynamique diplomatique. Le fait que la France ait pensé à mettre sur pied une équipe qui va étudier le contenu des archives pour que la vérité soit connue, c'est un bon pas. Et nous avons vu cela arriver pendant ces dernières années. La création de l'équipe de chercheurs avait été annoncée par le président français Emmanuel Macron en mai 2018 lors d'une visite du président Kagame à Paris, la première depuis 2011.
Avec 7500 médecins, le secteur privé ivoirien de la santé couvre 40% de l'offre, mais nombreux sont les établissements qui sont dans l'illégalité. Selon la dernière étude datant de 2008, une anomalie que le gouvernement souhaite corriger avant la fin de cette année 2019. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliva Diakoto. En Côte d'Ivoire, le gouvernement demande aux établissements sanitaires privés non immatriculés de régulariser leur situation. Une initiative saluée par le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Plus de 70% de ces établissements sanitaires privés opérants seraient illégaux selon une étude menée en 2008. C'est une plaie pour notre secteur d'activité. Il faut pouvoir régulariser la situation dans un domaine qui régit certaines obligations. D'abord, être médecin, inscrit à l'ordre des médecins, qui est l'inscription à l'ordre qui donne la licité de l'exercice. Être un établissement octroyé, donc il y a une autorisation de la part de l'État. L'opération d'immatriculation vise à évaluer conformément à la réglementation en vigueur la disponibilité des prestations des soins légaux dans les établissements sanitaires privés et à réaliser une cartographie de l'implantation géographique de ces établissements. Il y a deux piliers du secteur de santé en Côte d'Ivoire. Le secteur public et le secteur privé. Et ces deux piliers sont complémentaires. Donc, il ne peut pas avoir de concurrence, d'autant plus que chaque secteur a sa clientèle. Avec plus de 7500 médecins, le secteur privé de la santé représente 40% de l'offre de soins du pays, selon le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Hausse des importations au Sénégal en février 2019, elles ont atteint 15,2%, en cause notamment, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'achat de véhicules terrestres, de riz ou encore de produits pétroliers finis. Siam Victoria Sedji. Selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les importations du Sénégal durant le mois de février 2019 ont augmenté de 15,2% par rapport à janvier. Elles sont évaluées à 350 milliards 900 millions de francs CFA contre 304 milliards 500 millions de francs CFA. Ce relèvement est imputable à celui des achats à l'extérieur d'autres véhicules terrestres pour 23,1 milliards de francs CFA contre 9,8 milliards de francs CFA au mois précédent, de riz à plus de 59,8%, de métaux communs à plus de 36,8% et de produits pétroliers finis à plus de 17,4%. Entre 1980 et 2015, le poids de l'industrie dans le produit intérieur brut du Sénégal a très peu augmenté, passant de 20 à 25%, révèle un rapport du ministère de l'économie datant de mars 2018. Le Sénégal a reculé en matière d'industrie de transformation des produits primaires et c'est le sous-secteur des industries minières et extractives qui est en train de gagner du terrain. Or aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est d'améliorer notre balance commerciale, mettre l'accent sur les industries aussi de substitution à l'importation. Au Sénégal, l'industrie occupe 18% de la population active, ce qui ne permet pas une croissance inclusive véritable, à en croire des analystes. Ces derniers estiment que le transfert de la main-d'œuvre des secteurs agricoles à faible productivité vers ceux industriels permettra de stimuler la croissance. Tirée par la hausse des prix des produits de première nécessité, l'inflation a grimpé de 11,7% au premier trimestre de l'année 2019 en Éthiopie. Cette augmentation est imputée à la hausse du prix des denrées alimentaires ainsi que celle sur certains produits non alimentaires. Toutefois, l'économie éthiopienne conserve de bonnes performances. Explication avec Nelly Claude Bessa. Le Bureau éthiopien des statistiques a révélé qu'au terme du premier trimestre 2019, l'inflation a connu une progression de 11,2%, une légère hausse comparée aux 10,9% enregistrés à la même période en 2018. Pour les observateurs, cette performance est attribuée à la flambée du prix des céréales qui s'est répercutée sur les produits alimentaires, mais aussi à l'augmentation des prix de la location, des combustibles et ceux des transports. Ce taux-là est très très élevé sur le pouvoir d'achat des consommateurs et a l'effet inverse sur le revenu des ménages. On a une baisse de consommation généralisée, de la productivité et immédiatement on a des implications sociales. L'inflation doit prendre en compte la structure de l'économie et l'inflation doit
stabiliser le niveau de la consommation. Malgré cette hausse du taux d'inflation, la croissance de la production, les réformes politiques et économiques en cours semblent renforcer la confiance des investisseurs qui se sont engagés dans le pays. Une conjonction d'éléments qui pousse le pays à attendre une croissance de 8,5% au terme de l'année fiscale 2019. Avec un taux d'inflation qui est galopant, l'Éthiopie doit, s'il veut atteindre ses objectifs en matière de croissance, maîtriser son niveau d'inflation. L'État doit garder la même mise sur les produits de grande consommation, sur les taux de douane appliqués aux produits importés. Rappelons qu'en juillet 2018, le gouvernement éthiopien a décidé d'ouvrir le capital des sociétés d'État opérant dans le secteur des télécommunications et du transport aérien et maritime aux investisseurs étrangers afin de promouvoir le secteur privé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.